Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans la séance 5 de la séquence 8 du programme d'histoire des classes de 4e consacré à l'âge industriel, c'est-à-dire l'industrialisation du monde et de l'Europe, particulièrement entre les années 1815, 1830, 1850, ça dépend des pays, jusqu'en 1914. Nous avons la dernière fois évoqué un exemple assez remarquable, celui de l'entreprise Krupp, une saga de l'âge industriel. Nous avons vu comment une petite forge familiale était devenue un immense empire industriel basé sur l'acier, sur le rail de chemin de fer et plus particulièrement aussi sur le canon d'artillerie. Et nous avons à cette occasion évoqué à plusieurs reprises la ville d'Essen qui fut le berceau de l'entreprise Krupp. Et bien aujourd'hui nous allons poursuivre notre exemple historique, notre étude de cas, et nous allons étudier à travers Essen ce qu'est un pays noir de l'âge industriel. Grand E, Essen, un pays noir de l'âge industriel. Et nous allons nous demander en quoi le développement des usines Krupp dans la ville d'Essen est-il caractéristique de l'âge industriel et de ces pays noirs. Alors, nous allons reprendre rapidement un document que nous avons déjà croisé lors de notre étude de l'empire industriel Krupp. Alors, si on regarde la carte de gauche, il nous faut rappeler où se situe la ville d'Essen. Et comme vous le constatez, vers 1900, Essen se trouve donc situé dans l'empire allemand, dans la région du Rhin, sur la rive droite du fleuve du Rhin, dans cette région qu'en France on appelle la Rhénanie, mais que les Allemands appellent la Ruhr. Et je vous rappelle incidemment que la Ruhr a la particularité de constituer un gigantesque bassin houiller. Autrement dit, sous les pieds des habitants de la Ruhr, on trouve de gigantesques gisements de charbon. C'est ce qui va expliquer pourquoi le fondateur, Friedrich Krupp, va installer une petite forge, puisqu'il a littéralement sous ses pieds, sur place, la matière première qui va lui permettre de nourrir en énergie, d'alimenter en énergie plus exactement les machines à vapeur dont il a besoin pour travailler les pièces de métallurgie. Si on regarde maintenant le deuxième et autre élément important, d'autres usines vont naître autour d'Essen, ou plus loin dans l'Empire allemand, mais Essen restera non seulement la première usine sur le plan chronologique, la plus ancienne, mais Essen va rester le siège social de l'entreprise, autrement dit le quartier général. C'est là où on trouvera le patron, c'est là où on trouvera le conseil d'administration, l'état-major qui prend les grandes décisions concernant les choix industriels de l'entreprise. Si on regarde maintenant le graphique de droite, un simple rappel. En termes d'effectifs, c'est à Essen que l'on trouve l'essentiel des effectifs de l'entreprise, puisqu'on estime que vers 1900, plus de 40 000 employés, mineurs ou ouvriers de la sidérurgie, c'est-à-dire des aciéries, travaillent
sur les sites industriels de la ville d'Essonne. Ce rappel étant fait, il est temps de découvrir de nouveaux documents, et en particulier ce premier document intitulé « Essonne, une ville champignon », qui nous montre l'évolution de la population de la ville entre 1800, c'est-à-dire l'époque de l'occupation française, l'époque de la domination du continent européen par l'empereur Napoléon Ier, enfin pas encore tout à fait l'empereur puisqu'il ne le deviendra qu'en 1804, mais c'est l'époque, rappelez-vous, on l'a étudié il n'y a pas longtemps, où le continent européen était sous la domination de la France révolutionnaire puis impériale. Jusqu'à 1910, c'est-à-dire la veille de la Première Guerre mondiale. Donc on a un gros siècle d'évolution de la population de la ville, c'est-à-dire tout le 19e siècle, et ça correspond justement à l'époque, le siècle de l'industrialisation du continent. Alors qu'observons-nous? Eh bien, en 1800, Essonne, c'est un gros village. C'est une toute petite ville d'à peine 4000 habitants, et même encore en 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, la ville d'Essonne reste une toute petite ville. Bon, certes, elle a doublé sa population par rapport au début du siècle, évidemment, mais ça reste une grosse bourgade. Par contre, en 30 ans, de 1850 à 1880, là, on assiste à une véritable explosion, puisque la population de la ville est multipliée à peu près par 6,5. 6,5 en 30 ans, on passe de 9000 habitants à presque 60 000. Donc là, il s'est passé quelque chose. Et la tendance se poursuit, puisque entre 1880 et 1910, c'est-à-dire là encore une période de 30 ans, on passe de 50 000 habitants à près de 300 000. C'est-à-dire que à nouveau, la population est multipliée pratiquement par 6. Et il faut s'interroger sur cette véritable explosion démographique. Je pense que vous aurez fait de vous-même le lien. J'ai remis en fenêtre le document précédent. Eh bien, l'explosion démographique de la ville d'Essonne est due à l'implantation de l'entreprise Krupp. Parce que quand vers 1910, quoi, vous avez 40 000 mineurs et salariés des entreprises, des fonderies Krupp. Eh bien, 40 000 salariés, ça représente pratiquement un habitant sur 7. Si on rajoute les familles, les épouses, les enfants, bon, tous les salariés sont peut-être pas mariés, mais bon, on comprend que s'il n'y avait pas eu Krupp, s'il n'y avait pas eu l'influence, la présence des usines qui offrent autant d'emplois, eh bien, Essonne serait resté une grosse bourgade et vous n'en auriez certainement jamais entendu parler. On parle de ville champignon. Alors si l'expression vous étonne, c'est que vous n'êtes pas familiarisé avec le quai des champignons, parce que c'est après des bonnes pluies que les champignons se mettent à pousser littéralement à vue d'œil. Et bien là, c'est ce qui s'est pratiquement passé avec Essonne. Et si l'on devait douter de la validité du lien entre l'entreprise Krupp et la flambée, l'explosion démographique de la ville d'Essonne, eh bien, il suffit de regarder les paysages urbains. Il suffit de se référer, par exemple, à cette lithographie, à cette gravure datant de 1912, et l'on s'aperçoit que le peintre
à représenter une ville fortement marquée par des paysages industriels, hein. C'est probablement ce qui a dû le frapper, ce qui a dû lui donner l'envie de représenter la ville d'Essonne. C'est que, aussi loin que porte la vue pratiquement, on aperçoit d'immenses bâtisses de briques, avec des toits plus ou moins inclinés, et surtout des cheminées particulièrement hautes, verticales, qui crachent une fumée plus ou moins noirâtre, plus ou moins blanchâtre. On imagine d'ailleurs la pollution ambiante, et on a ce que l'on appelle historiquement un pays noir, caractéristique, emblématique de l'âge industriel, avec au centre de la ville le siège social de l'entreprise Krupp, le bureau de Friedrich, puis d'Alfred, puis de Friedrich Alfred Krupp. Si l'on se réfère non plus à une vue, sorte de carte postale, si vous préférez, d'Essonne avant la Première Guerre mondiale, mais si on se réfère maintenant à un plan cadastral, à une carte d'état-major, eh bien, on se rend peut-être encore mieux compte de l'importance spatiale, physique, j'allais dire, prise par l'entreprise Krupp et ses différents sites de production, qu'il s'agisse des mines ou qu'il s'agisse des usines. Parce que sur la gravure précédente, on apercevait en arrière-plan la grosse bourgade, la vieille ville qui date du Moyen-Âge. Et on voit que cette vieille ville là, qui se trouve sur la droite du plan, eh bien, ça représente au fond pas grand-chose par rapport à l'extension urbaine, celle des numéros 2, 3, 4, 5, ce qui représente largement les 3/4 de la ville en 1889. Si on retire à Essonne ces usines, ces carreaux de mine, les carreaux de mine ce sont les installations, les bâtiments en surface de l'exploitation minière. Si on enlève les lotissements ouvriers dans lesquels vont s'entasser les populations de mineurs ou d'ouvriers, eh ben, il reste quasiment rien. C'est-à-dire qu'on revient au gros bourg de départ, la toute petite ville pré-industrielle. Petit clin d'œil auquel je ne résiste pas. Je vous rappelle que nous avons déjà aperçu ce qui s'apparentait à un pays noir lorsque nous avons étudié ensemble le chef-d'œuvre de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, où il nous montre un peu avant l'embarquement dans la fusée, enfin dans l'obus plus exactement, eh bien, il nous montre les usines qui sont en train de forger l'immense canon qui expédiera l'obus vers la Lune. Et d'ailleurs, à cette occasion, Georges Méliès avait fait un effet spécial fort réussi, puisque les usines sont peintes, les cheminées sont peintes également, tout ça c'est du trompe-l'œil, ça se voit d'ailleurs avec une image arrêtée, bien sûr, mais la fumée, elle, est authentique. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour que les fausses cheminées crachent de la vraie fumée. Ah, il était fort quand même ce Georges Méliès. Et cette image, qui pourrait coller comme un gant également à la ville de Manchester, au Royaume-Uni, à la ville de Clermont-Ferrand,
avec ces usines qui fabriquent des pneumatiques pour le compte des frères Michelin, mais aussi le Creusot pour le compte du roi de l'acier français, Schneider, qui est le grand rival de Krupp. Eh bien, tous ces paysages sont absolument identiques et sont caractéristiques d'un pays noir. Et nous avons une description littéraire qui est fort bien faite, que je vais vous faire étudier, que l'on doit au français Jules Huret, qui a eu l'excellente idée avant la Première Guerre mondiale d'aller traîner ses pénates du côté d'Essonne. Donc il a visité la ville et surtout il a visité les usines du groupe Krupp et il nous a livré d'Essonne une description qui ne donnerait pas envie à des touristes aujourd'hui de se rendre dans le quartier général de Krupp. Que nous dit Jules Huret? C'est une ville de briques noires, de poussière et de fumée. Qu'on mette le nez à la fenêtre, qu'on se promène à travers la ville, la même odeur de houille, la houille c'est-à-dire le charbon de terre, vous poursuit. Et la même perspective de cheminée fumante vous entoure. Autrement dit, on baigne dans un nuage permanent, hein, mais c'est pas du brouillard, ou du moins pas du brouillard naturel, et en plus, ça pue, parce que l'odeur de charbon est forte. Et ça n'est pas fini. La moitié de la ville est occupée par les usines Krupp. Aussi, donc on a la confirmation de ce qu'on avait vu avant. Et la moitié de la ville, hein, c'est certainement une estimation inférieure à la réalité. Aussi, de ce côté, à travers les rues, d'énormes conduites de fonte reliant les ateliers barrent l'horizon à la hauteur du 2e étage. Ces cheminées verticales, celles qu'on avait déjà vues dans la gravure de 1912, ces tuyaux horizontaux, voilà ce que le regard rencontre pour se distraire des façades noires et du ciel triste. 2 statues d'Alfred Krupp, 2e du nom, s'érigent sur des places. Ah oui, Essonne aurait certainement mérité de s'appeler Kruppstadt. D'ailleurs, la famille Krupp, ça n'étonnera personne, a eu des membres de sa famille au conseil municipal, hein, maire d'Essonne, parce que quand vous possédez de toute façon la moitié, les 2 tiers de la ville, hein, c'est à peu près comme si vous étiez le propriétaire de toute la ville. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que cette ville est sale, salie par les déjections des cheminées qui rejettent de la poussière du charbon. Elle pue. Elle est horriblement laide. Ah, ça donne pas envie d'aller la visiter, hein. Mais de toute façon, on ne vit pas à Essonne. On ne la visite pas, la ville d'Essonne. On y travaille. Et alors, non seulement donc la ville est sale, non seulement la ville est laide, non seulement la ville pue, mais la ville d'Essonne, en plus, elle est bruyante. Puisque Jules Huret termine sa description par ces mots. Je fus réveillé par des coups de canon lointains qui venaient du polygone. Alors le polygone, c'est le nom du champ de tir dans lequel étaient testés les canons. Bah oui, les officiers de l'armée prussienne, qui, je vous le rappelle, étaient détachés auprès de l'entreprise Krupp, bah, ils essaient les canons pour vérifier qu'ils correspondent bien aux attentes. Donc forcément, quand des canons tirent à 5 ou 6 heures du matin, dès le lever du jour, ça doit pouvoir faire office de réveil, hein. En même temps, un bruit puissant et continu s'élevait des usines. Des hurlements de sirènes se mêlaient à ce vacarme, aux sifflets des locomotives et aux tocsins des tramways. Et la conclusion tient finalement en une phrase très courte, c'était infernal. Jules Huret est en train de nous décrire un petit enfer sur Terre, mais enfer sur Terre, ça a une connotation quasi religieuse. Sur le plan historique, on va appeler cela un pays noir. Noir comme la poussière de charbon, évidemment, noir comme le charbon lui-même,
Noir aussi comme la misère des ouvriers qui tentent de survivre dans des conditions tellement difficiles. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard encore. Et grâce à notre voyageur attentif, Jules Huret, nous allons découvrir maintenant un autre aspect caractéristique des pays noirs de l'âge industriel, à savoir ce que l'on appelle la ségrégation sociale. Aujourd'hui, on dirait que c'est une discrimination, ça l'était d'ailleurs déjà à l'époque, c'est-à-dire qu'on va différencier les habitants d'Essonne en fonction de leur appartenance sociale. Et pour employer une expression imagée que vous connaissez peut-être, on va séparer les torchons des serviettes. C'est ça la ségrégation sociale. Que nous dit Jules Huret? Tout au centre des établissements Krupp s'élève une grande bâtisse de briques noircie par la fumée. Bon, on est bien dans un pays noir, on est bien à Essonne. Les chambres servant de dortoir aux ouvriers, on en met 7 par chambre, ne reçoivent la lumière que par une cour ceinte de hauts bâtiments noirs. Donc les ouvriers célibataires ou tout simplement qui n'ont pas les moyens de s'offrir ne serait-ce qu'une chambre pour pouvoir s'y reposer, hein, eh bien, vont devoir se contenter de dortoirs comme dans les internats qu'on peut trouver dans les lycées par exemple, sauf que là ce sont des internats d'usine. Et du coup, quand ils quittent leur travail, c'est pour aller s'entasser sur des lits sur 2 ou 3 étages. Voilà. Et donc, ils vivent sur leur lieu de travail. Le gros avantage, évidemment, c'est que il y a peu de risque d'arriver en retard quand on est déjà sur place pour travailler. Mais j'imagine que pour couper, entre guillemets, du travail, hein, pour se changer les idées, ça ne doit pas être idéal. Pour les ouvriers mariés, donc en général un peu plus âgés, qui ont donc épousé une femme et qui ont des enfants, l'usine Krupp a construit des lotissements spéciaux, qu'on appellerait aujourd'hui des HLM. L'un des plus anciens, celui de Cronenberg, très proche de l'acierie, date de 1873. Il comprend un ensemble de pavillons de briques à 2 étages, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans du lotissement pavillonnaire, à la différence près que le lotissement pavillonnaire, vous avez des maisons dites de plein pied, c'est-à-dire sans étage, ou alors juste avec un étage. Là, c'est une sorte de compromis, puisqu'on le voit sur la photographie, on a jusqu'à 3 étages. C'est des petits immeubles, quoi, tout petits. Alors, heureusement qu'on a ces photographies, d'ailleurs, parce que comme la Seconde Guerre mondiale est passée par là, entre 1939 et 1945, la ville d'Essonne a été très copieusement bombardée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et le lotissement Cronenberg a disparu. Donc, heureusement qu'il nous reste ces photographies pour nous rappeler à quoi pouvaient bien ressembler les cités ouvrières à l'époque de Krupp. Alors elles sont bordées de jardinets, construites de chaque côté d'une route. Bon, ça a l'air finalement assez confortable et d'une certaine manière ça l'est. À une époque où vous avez des ouvriers qui vivent dans des caves, finalement logés chez Krupp, parce qu'on est bien d'accord, hein, le propriétaire reste Krupp, il retient une partie du salaire pour payer le loyer. Eh bien, c'est finalement pas si mal. Sauf qu'il faut savoir que 8 familles occupent chaque pavillon. Donc ça veut dire que chaque famille n'a pas un logement à elle seule. Chaque famille partage un même logement avec d'autres familles et en fait chaque famille possède une pièce dans laquelle vont s'entasser, une chambre à coucher dans laquelle vont s'entasser les parents, les enfants, bon. Donc ce sont des conditions de vie extrêmement difficiles. Quant au jardin, c'est pas spécialement pour y faire pousser des fleurs, mais ça va permettre d'améliorer l'ordinaire, c'est-à-dire que les ouvriers vont faire pousser des légumes pour améliorer leur alimentation.
Alors, les cadres supérieurs de l'entreprise ont droit évidemment à des logements bien plus éloignés de l'usine et bien plus confortables. Et alors, quitte à prendre un seul exemple, autant prendre l'exemple le plus majestueux. Je vous présente la villa Hügel, qui est la résidence de la famille Krupp, construite en 1873, donc à l'époque d'Alfred, dans la banlieue ouest de la ville d'Elsen. C'est-à-dire qu'on n'est pas en plein cœur de la ville, hein, on s'éloigne, on est à la campagne. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec l'étalement de l'urbanisation, la villa Hügel est dans l'agglomération d'Essen, mais en 1873 et même en 1814, on est déjà à la campagne, on y respire un air un petit peu plus pur, un petit peu moins pollué que quand on est au centre-ville. Et là, comme vous pouvez le voir, les croupes sont pas entassées, hein, puisque je crois que cette demeure, ce véritable petit château, hein, appelons les choses par leur nom, la Villa Hügel c'est un château, hein, compte, il me semble, plus de 150 pièces. Donc on n'est pas entassé comme les ouvriers dans leur HLM. Des maisons sont louées aux ingénieurs mariés. Ça, c'est ce que nous explique Jules Huret. Donc, on ne retient pas sur leur salaire, hein. Les ingénieurs payent eux-mêmes leur loyer à l'entreprise. Des jardins, des vergers éclatants de fleurs blanches entourant les habitations, des pelouses de tennis, tout y est combiné pour retenir les employés et leurs femmes. Et oui, c'est-à-dire que les ingénieurs, ils sont diplômés, ils ont une certaine valeur aux yeux de Krupp, donc on va les payer beaucoup mieux que les ouvriers, parce que si un ingénieur passe à la concurrence, c'est un peu embêtant, donc on va le dorloter. Et alors, vous voyez, je pense que quand Jules Huret parle des fleurs blanches qui entourent les habitations, c'est pas pour rien qu'il nous donne cette précision. Est-ce que vous voyez pourquoi il nous parle des fleurs blanches? Vous ne voyez pas? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on est suffisamment éloigné des usines du centre-ville pour que la poussière de charbon ne noircisse pas les murs, les toits, les cours de tennis, mais aussi les fleurs. Il n'y a aucune chance de trouver des fleurs blanches dans Essen, parce que la fumée rejetée, la poussière de charbon rejetée par les cheminées des usines Krupp, des hauts fourneaux Krupp, empêche absolument les fleurs de rester blanches. Je pense d'ailleurs que les fleurs doivent faner assez vite dans le centre-ville d'Essen, pardon. Et du coup, on en arrive à notre exercice de fin de séance. Et j'ai choisi de vous faire travailler sur justement cette discrimination sociale voulue, organisée par la famille Krupp et qui structure les paysages de la ville d'Essen. Alors, dans un premier temps, on va faire l'exercice en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous demander de compléter la première légende, hein, intitulée La ville d'Essen vers 1914, en replaçant à l'intérieur du tableau les figurés de légendes correspondant aux descriptions. Alors allez-y, observez, réfléchissez. À quoi correspondent les trois donuts, hein, on dirait des beignets. À quoi correspond le triangle, le plus éloigné du schéma. À quoi correspond le losange, les trois rectangles. À quoi correspondent les lignes en pointillés, etc., etc. Alors, si vous avez bien fait correctement l'exercice, vous devriez arriver à ce résultat. C'est-à-dire, bon, les limites de la ville, voilà, hein, la ville est circonscrite par la petite ligne en pointillé, ça c'était pas difficile à trouver. En plein cœur, ou à peu près, les usines Krupp et le siège social, c'est le losange. Ensuite, vous avez les voies ferrées qui vont découper la ville en quartiers et qui vont structurer la ville, parce que c'est par la voie ferrée que vont arriver
et les matières premières et vont repartir sur des rails fabriqués par Krupp, sur des wagons fabriqués par Krupp, tirés par des locomotives fabriquées par Krupp, eh bien vont partir les marchandises fabriquées par l'entreprise. Et puis alors les rectangles, pardon, qui sont un peu en périphérie, bah, ça va être les lotissements ouvriers, hein, lotissement Cronenberg et autres. Et puis plus loin, à la campagne, les résidences des ingénieurs. Bon, je les ai mis que d'un côté, je les ai mis à gauche du schéma parce que j'avais plus la place à cause de la légende à droite, mais il peut y en avoir à droite, hein, ou en bas ou en haut. Et puis la Villa Hugel, hein, la résidence, le château des Krupp, bah, c'est le triangle, qui est le plus à la campagne, où l'air y est le plus pur, et l'herbe la plus verte, et les fleurs les plus blanches. Alors ça, c'était la première partie de l'exercice. Alors ce schéma est un petit peu tristounet. Bon, faut dire aussi que les pays noirs, c'est pas non plus une folle gaieté. Mais on va essayer de mettre un peu de couleur sur notre schéma maintenant. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de la légende intitulée La discrimination sociale. Je vais vous demander de mettre un savant dégradé de couleur, du marron jusqu'au jaune, et d'identifier 4 catégories d'habitants de la ville de Ruhr, des pays noirs, la ville d'Essen, pardon, des pays noirs d'Essen. Donc là encore, allez-y, réfléchissez, mettez-moi sur pause, le temps de mettre quelques petites marques de couleur, coloriez pas tout, si vous vous trompez, ce sera plus facile de corriger. Voilà ce que cela donne, hein. Le plus facile, c'était peut-être effectivement la Villa Hugel, hein. Donc la famille Krupp étale sa réussite économique avec un luxe ostentatoire, c'est-à-dire qui ne peut échapper à personne. Enfin, sauf que comme les ouvriers, ils vivent plutôt vers le centre-ville ou en pleine ville, la Villa Hugel, ils l'ont pas sous les yeux, hein. Mais disons que le voyageur qui passe devant la Villa Hugel, il est quand même obligé de la remarquer, hein. Ou alors c'est qu'il a vraiment de mauvaise vue. Ensuite, vous avez là les donuts, on va les colorier en rouge, hein, c'est là où vivent les familles des ingénieurs et les cadres supérieurs de l'entreprise, comme on dirait aujourd'hui, et ils y ont une vie qui est plutôt agréable. Certes, ils travaillent peut-être toute une journée dans l'enfer des usines Krupp, des hauts fourneaux Krupp, mais au moins, ils ont la consolation de retrouver une vie beaucoup plus paisible le soir et le week-end. Après, bah, ça se gâte, hein, puisque vous avez les familles qui s'entassent dans les corons. Ah oui, j'ai pas expliqué le terme. Le coron, c'est le terme, si vous étiez du nord de la France, vous le sauriez, c'est le terme utilisé pour désigner justement les cités ouvrières construites par les entreprises pour y loger à moindre coût et surtout à moindre distance, pour éviter que le personnel arrive en retard, à moindre distance, les ouvriers et leurs familles. Donc c'est les 3 rectangles des lotissements ouvriers, comme le lotissement Cronenberg. Et puis les ouvriers célibataires qui sont les moins chanceux, ceux qui s'entassent dans des dortoirs, eux, ils sont au cœur de la ville, avec une vue imprenable sur les hauts fourneaux et le ciel noir de fumée. Voilà, nous en avons fini avec notre séquence du jour, hein. J'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins intéressé, sans aller jusqu'à vous plaire. Alors le repère mis en jeu, c'est le même que la dernière fois en fait, hein, c'est une simple révision. 1827-1887, l'Allemand Alfred Krupp devient le roi de l'acier européen depuis sa bonne ville d'Essen, son pays noir d'Essen. Et je vous invite naturellement, pour que ce travail soit utile, hein, je vous invite à prendre connaissance de la trace écrite intitulée Essen, un pays noir à l'âge industriel, et puis même, soyons fous, la lire, mais aussi apprendre la leçon. Et vous retrouverez à peu près tout ce que nous avons vu au cours de la séance. Je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage, et je vous dis à bientôt, et nous aurons l'occasion de découvrir la dure condition de vie et de travail
des ouvriers de chez Krupp ou d'ailleurs. À bientôt!